Bonjour à tout le monde. Je suis très contente de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui, même si c'est à distance. Alors, la question que je vous pose, c'est quel avenir pour la science ouverte juste en Afrique et en Haïti? Pourquoi cette question? Eh bien, tout simplement parce que le projet SOA, comme tel, est terminé. Se termine en juin 2017. Au moment où je vous parle, nous préparons le rapport final, le rapport de l'enquête, le bilan global. Un bilan qui est très positif, puisque nous avons un réseau incroyable avec tous nos groupes Facebook qui totalisent plus de 7000 membres et une activité frénétique de partage de textes, de documents, d'idées, d'événements, etc. Plusieurs publications, dont notre grand livre sur la justice cognitive, au moins 3 articles euh, publiés dans des revues, en libre accès bien sûr, des projets de boutique de sciences dans une dizaine d'universités en Afrique, en Haïti, un projet d'archives institutionnelles, un MOOC, etc. et des millions d'idées de choses à faire. Donc nous voulons tous continuer. Continuer pourquoi? Pour faire quoi? Nos résultats théoriques nous montrent vraiment les combats qui restent à mener. Nous avons identifié des injustices cognitives que nous voulons continuer à combattre. Une injustice cognitive, qu'est-ce que c'est? C'est une situation, un phénomène, une politique, une attitude qui empêche les universitaires, haïtiens ou africains, de développer le plein potentiel de leur capacité de recherche, de produire, de créer des savoirs en faveur du développement local durable de leur pays. Autrement dit, c'est tout ce qui bloque le développement de la recherche et de la création de savoirs dans les pays d'Afrique et d'Haïti, alors que cette création de savoir pourrait être fondamentale pour le développement local durable. Ces injustices que nous avons identifiées, je vous les rappelle rapidement, elles sont détaillées dans toutes nos publications, nos articles et notre livre. L'absence d'infrastructures de recherche dans les universités, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fonds ou de centres de recherche, etc., faits pour soutenir la recherche. Les barrières financières, légales et numériques dans l'accès aux publications scientifiques, donc ce qui est combattu par le libre accès, l'accès difficile à Internet et la faible littératie numérique des universitaires en Haïti et en Afrique, qui ne sont pas tous capables d'exploiter au maximum la richesse du web scientifique et qui n'ont même pas toujours un accès à Internet qui leur permet de toute façon d'y accéder. L'ignorance ou le mépris pour les savoirs locaux, alors qu'ils sont culturellement pertinents, mais qui sont dévalorisés au profit des savoirs qui viennent du nord d'Europe et des États-Unis. Une coupure entre les priorités de la recherche et celles des communautés locales. Parfois ça peut être les mêmes, mais parfois non. Il n'y a pas de lien solide, sérieux entre ces priorités. Un système monde de la science du pays du Nord qui est très normatif, très exclusif et très difficile à pénétrer, en raison notamment de la domination du positivisme, l'hégémonie des langues coloniales en sciences, même si tous les universitaires africains et haïtiens sont parfaitement bilingues, maîtrisent très bien le français, il n'en reste pas moins que ce n'est pas leur langue. Nous avons aussi réalisé qu'il demeurait encore dans les universités africaines et haïtiennes des comportements qu'on peut associer à une pédagogie de l'humiliation, c'est un terme un peu fort, mais qui désigne le fait que l'enseignement ne vise pas à faire réussir les élèves, les étudiants bien souvent, mais plutôt soit à les ignorer en les laissant se débrouiller par eux-mêmes, soit à les écraser. On a recueilli des histoires assez spectaculaires à ce sujet. Et finalement, la 9e injustice, c'est ce qu'on a appelé l'aliénation épistémique, c'est-à-dire le fait que les chercheurs du Sud doivent penser dans une épistémologie, dans des catégories de pensée postcoloniales qui viennent du Nord. On leur demande de privilégier les références bibliographiques du Nord, et ils ne connaissent pas bien souvent les travaux scientifiques faits dans leur pays, dans une université voisine ou même dans un département voisin.
Alors nous, au contraire, nous voulons promouvoir la justice cognitive. Cet idéal donc épistémologique, éthique et politique qui vise l'éclosion de savoirs socialement pertinents partout sur la planète, et pas seulement au Nord, au sein d'une science qui pratique un universalisme inclusif et non pas abstrait, qui est ouvert à tous les savoirs et qui privilégie le dialogue des savoirs. Cette justice cognitive insiste sur l'empowerment des scientifiques, en particulier au Sud, pour que leur potentiel de création de savoir soit vraiment mis au service du développement local durable. Qu'est-ce que c'est que ce développement local durable? C'est vraiment notre horizon. C'est l'idée qu'il faut respecter les formes de développement local imaginées pour elles-mêmes par les sociétés, les régions et les villes, au lieu d'avoir un modèle unique qui est celui de la croissance, du capitalisme à l'européenne. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous prenons position pour le droit des peuples du Sud qui ont été colonisés à réinventer leur université, qui prennent en compte les priorités de la population au lieu de suivre le modèle européen. Et nous voulons aussi que les systèmes d'éducation de chaque pays aient comme objectif de renforcer les capacités de leurs habitants à contribuer à la conception et à la mise en place de ces formes locales de développement. Autrement dit, le développement local durable, c'est des valeurs, des priorités, mais c'est aussi la création de savoirs qui permettent de les mettre en œuvre. Ça, c'est vraiment notre horizon, notre façon de voir le sens des savoirs pour la recherche. Donc, la justice cognitive concerne les rapports entre Nord et Sud, mais aussi entre les savoirs des hommes et ceux des femmes, entre les savoirs populaires et ceux d'une élite, entre les savoirs oraux et les savoirs écrits, les savoirs locaux, les savoirs plus généraux, etc. Tous ces savoirs-là ont leur place en science. Et parce que tous les êtres humains ont des savoirs qui sont pertinents. Et notre idée, c'est que tout ira mieux si tous les savoirs dialoguent et collaborent plutôt que d'entrer en compétition ou de s'ignorer les uns les autres. Nous sommes évidemment inspirés par Frantz Fanon. Je vous invite à lire encore une fois Les damnés de la Terre, notamment sa conclusion, où il dit à la fin ne cherchons pas simplement à imiter l'Europe en créant des institutions qui s'en inspirent. Il dit l'humanité attend autre chose de nous que cette imitation caricaturale. Il dit plutôt si nous voulons que l'humanité avance d'un cran, alors il faut inventer, il faut découvrir, il faut faire peau neuve, développer une pensée neuve. Et donc il nous dit par là que c'est peut-être des pays du Sud que peut venir des nouvelles idées qui vont revitaliser même les universités des pays du Nord qui traversent toutes sortes de crises actuellement. Donc, une autre science est possible, ça c'est le titre d'un de nos articles, et c'est vraiment ce que nous croyons profondément. Cette science, qu'est-ce qu'elle serait? Alors, je vous propose quelques points. Comme je vous le dis, là, tout ça est très, très bien détaillé dans nos articles. Donc, c'est une science pluraliste, inclusive, qui intègre de plein droit des épistémologies européennes. Donc, il ne s'agit pas du tout de rejeter la science, de la garder, mais aussi d'intégrer des épistémologies non européennes, et non positivistes, évidemment. C'est d'accepter de décentrer le centre, d'avoir plusieurs centres. C'est pas seulement l'Europe, mais il peut y avoir des centres de savoir partout dans le monde. Valoriser la publication à libre accès, la pédagogie active, c'est-à-dire qui ne considère pas les étudiants comme des ignorants a priori, mais comme des personnes compétentes qui peuvent créer des savoirs, tout en apprenant. C'est une science qui valorise le partage des travaux, des données, des ressources sur le web avec les médias sociaux. On n'est plus dans le secret ou dans la peur, on dialogue, on commente ouvertement, on traduit dans toutes sortes de langues, on vulgarise pour rendre nos travaux accessibles. C'est une science aussi qui intègre des non-scientifiques au projet de recherche. Alors on valorise la recherche-action, la recherche participative. On intègre des savoirs autres que scientifiques, des savoirs traditionnels, mais aussi des savoirs expérientiels, politiques. L'agenda de la recherche n'est pas décidé juste par le gouvernement ou juste par les scientifiques.
mais il doit être décidé selon les priorités de l'ensemble de la société, du bien commun, dans un débat public. C'est une science aussi qui privilégie les logiciels libres, les ressources éducatives libres. C'est une science qui se reconnaît comme étant un bien commun qui appartient à la société, à l'humanité. C'est une science aussi qui est indisciplinée, qui ne se limite pas aux frontières disciplinaires, mais qui est capable de mobiliser des savoirs de toute origine au service du développement local, durable et humanisant. Et c'est évidemment une science qui défend le droit collectif à Internet. Donc, comment continuer tout ça? Nous avons tout simplement transformé le projet SOA en une association internationale, l'APSOA, Association pour la promotion de la science ouverte en Haïti et en Afrique. Cette association donc va prendre le relais du volet action du projet SOA, mais va aussi initier d'autres projets de recherche-action. Et son but principal, c'est d'accompagner les universités et les universitaires dans leur virage vers la justice cognitive. Qu'est-ce que ça veut dire de façon plus précise? C'est évidemment continuer toujours, encore et toujours, d'améliorer l'accès à l'information scientifique et technique pour tous, mais surtout valoriser la science africaine ou haïtienne, faite en Afrique, par des Africains et des Africaines, pour les Africains et les Africaines. C'est aussi donc faire de l'université un outil de développement local durable, de renforcement des savoirs locaux, notamment grâce aux boutiques de sciences, que l'APSOA va continuer d'appuyer, créer des savoirs ancrés dans les questions de développement local, accessibles, acceptables, pertinents, utilisables, pas des savoirs déconnectés des réalités des populations locales. Et c'est une université qui s'ouvre à la société, aux populations locales, et notamment qui leur offre des formes d'empowerment par la formation continue, par l'initiation au web, pour tous et par tous. Donc voilà la mission de l'APSOA qui s'est constituée, qui existe, qui a été enregistrée officiellement, et dont un comité fondateur de plusieurs membres est déjà en place, et la transition se fait tranquillement en utilisant un peu le même site web que nous allons progressivement transformer. Les personnes du comité fondateur, dans le fond, sont les chercheurs, les co-chercheurs les plus actifs du projet SOA. Alors, quels sont les projets de l'APSOA en 2017? Tout d'abord, favoriser l'éclosion des boutiques des sciences et des savoirs. Vous venez d'avoir une présentation de ce que c'est que cet outil. Alors, grâce à une subvention que j'ai obtenue, nous allons pouvoir accompagner 10 projets de boutiques des sciences en Afrique, en Haïti et en Inde pendant 5 ans. Donc ça, c'est vraiment un merveilleux projet qui va pouvoir se réaliser. C'est de continuer les encouragements à la publication, que ce soit par exemple dans le blog SOA, ou bien nous avons lancé des concours récemment, et je vous invite encore, on a prolongé la date, et je vous invite à y participer. Il s'agit soit de faire un compte-rendu de notre livre, soit de choisir des articles qui ont été mentionnés dans les groupes Facebook et d'en faire une synthèse. Donc c'est pas très compliqué. La seule exigence, c'est que ça doit être fait par un tandem de 2 personnes, un homme et une femme. Parce que vraiment, les femmes, malheureusement, sont moins présentes dans le projet SOA que ce qu'on voudrait. Et donc par ce concours, c'est vraiment une façon de les amener à rédiger, à publier, et nous invitons tous les étudiants qui voudraient participer à ce concours à encourager les étudiantes à se joindre à eux. Je vais vous parler aussi dans quelques instants de nos projets de MOOC, et je terminerai en mentionnant que on veut aussi monter un projet de recherche-action, un deuxième, dans le fond, qui travaillerait plus encore avec des universités. Donc le premier projet SOA, celui qui vient de se terminer, visait vraiment les étudiants. Et là, on voudrait essayer de travailler plus étroitement avec certaines universités pour faire un peu un projet pilote d'aide au virage numérique. Alors, je vous dis en quelques mots qu'est-ce qu'on veut faire pour encourager la recherche et la publication. Tout d'abord, un projet qui nous tient à cœur depuis très longtemps, qu'on n'a pas encore réussi à vraiment développer parce qu'on n'a pas eu de financement, en tout cas. Mais on s'approche, on avance quand même.
c'est le grenier des savoirs. Donc c'est l'idée d'une plateforme, euh, d'une archive ouverte, pardon, qui accueillerait les articles scientifiques de revues africaines en libre accès. Donc un projet complètement à but non lucratif qui ne coûterait rien, mais qui doit donc s'autofinancer pour encourager les revues scientifiques africaines à passer au libre accès, à passer au web, à passer au libre accès et à développer leur visibilité de cette manière. Donc c'est des gens parmi vous que ce projet intéresse, notamment des développeurs, des programmeurs ou des responsables de revues. N'hésitez pas à nous contacter. L'autre grand outil qu'on a mis sur pied, bon, qui n'est pas directement lié au projet SOA, qui existe en parallèle, mais qui est nourri complètement par le projet SOA, c'est les éditions Sciences et Biens communs. Donc c'est une maison d'édition qui a été créée par l'association Sciences et Biens communs, avec un comité international scientifique de plus de 50 membres d'une vingtaine de pays, notamment d'Afrique, et qui a un projet éditorial bien précis. C'est d'abord, tous les livres sont à la fois imprimés comme des livres habituels, mais ils sont aussi disponibles en libre accès sur le web, les deux en même temps. C'est des livres, on voudrait que ces livres soient pluridisciplinaires. Nous encourageons aussi le plurilinguisme. Par exemple, dans notre livre sur la justice cognitive, les résumés ont été traduits en anglais, en créole, dans 2 langues africaines, et on aimerait que ça se multiplie. Aussi, on souhaite toujours des livres internationaux, c'est-à-dire qui rassemblent des gens le plus possible de partout dans le monde pour créer des liens. Et puis, ce sont des livres évidemment qui vont appliquer la justice cognitive. Donc, on espère dans chaque livre trouver une parité entre les auteurs hommes, les auteurs femmes, les juniors, les seniors, les auteurs du Nord, auteurs du Sud, si c'est possible. Chaque livre, même si c'est une monographie rédigée par une seule personne, doit s'efforcer d'inclure des références bibliographiques du Nord, mais aussi des Sud. Donc pas juste citer des auteurs européens, mais citer des auteurs de partout dans le monde. Et les livres visent l'accessibilité, la lisibilité, donc c'est réduire au minimum le jargon. Et puis ce sont des livres vivants, évolutifs, qu'on peut mettre à jour, qu'on peut augmenter. C'est pas des livres fixés une fois pour toutes. Et ce sont des livres participatifs aussi. Alors ça, c'est le projet des éditions Sciences et Biens communs. Et les auteurs, on ne leur demande pas d'argent s'ils en ont pas. S'ils en ont, on leur demande un petit don à la maison d'édition. Sinon, c'est vraiment un projet de diffusion du savoir. En ce moment, on a un appel, et là, ça concerne directement plusieurs d'entre vous, tous ceux qui travaillent sur les changements climatiques. Donc, c'est un appel pour un livre sur les effets des changements climatiques au Sahel. L'idée, c'est de faire un ouvrage collectif, c'est-à-dire avec plusieurs auteurs, de très nombreux auteurs, le plus possible, qui sera en libre accès, et à propos des effets des changements climatiques sur la vie, la société et l'environnement au Sahel, tels que vécus et analysés par les chercheurs, les étudiants et les associations des régions concernées. Autrement dit, les auteurs vont être prioritairement des auteurs du Sahel, qui vont donc proposer leur savoir sur leur milieu de vie. Et pas seulement des chercheurs scientifiques, des universitaires, des étudiants, mais aussi des savoirs qui circulent dans des associations, que ce soit des ONG internationales ou des associations locales. Donc l'idée, c'est de mettre dans un livre tous ces savoirs-là et qui portent de l'Est à l'Ouest. En tout cas, évidemment, probablement, ce sera plus les pays francophones, mais on est ouvert à tous les pays qui ont une composante sahélienne. Donc du Sénégal, Mali, Niger, Burkina, Cameroun, mais aussi peut-être Nigeria et Sud-Soudan et Érythrée. Si ça vous intéresse de participer, le détail de l'appel sont sur le site des éditions Sciences et Biens communs. Et merci aussi de faire circuler pour qu'on ait vraiment une richesse de savoir dans cet ouvrage en libre accès qui pourra être utilisé ensuite dans des enseignements, dans des cours, sans problème, puisqu'il sera
en libre accès. Mais c'est un livre qui ne peut se faire que si tout le monde y contribue. Des projets de livres en gestation, mais là c'est extraordinaire. En ce moment, je reçois beaucoup de propositions de jeunes scientifiques africains et haïtiens, par exemple sur la responsabilité sociale en Afrique, sur l'assainissement de l'eau, le monde du travail, des récits de vie de femmes, sur des livres de philo aussi, donc des livres vraiment passionnants. Ils vont peut-être prendre du temps, peut-être qu'ils se réaliseront jamais, mais l'important c'est d'avoir l'idée, le désir de les faire, et les éditions Sciences et Biens communs sont là pour accompagner ces auteurs dans ce désir de partager les savoirs. Je voulais vous parler aussi du MOOC SOA, donc c'est un projet qu'on a commencé assez rapidement. C'était l'idée de faire un cours en ligne sur le thème concevoir et rédiger un projet de thèse ou de recherche. Donc c'est pour aider les doctorants, nombreux doctorants dans certaines écoles doctorales qui sont très très nombreux, mais il n'y a pas assez de profs et de ressources, ils sont parfois un peu laissés à eux-mêmes. Et donc ce cours propose une méthode de travail par étapes pour arriver à rédiger un projet de thèse solide qui aidera énormément ensuite à réaliser la thèse proprement dite. Alors malheureusement, on a commencé, mais on n'avait pas les fonds nécessaires, donc il est resté un peu en plan. Mais je compte bien le poursuivre et le reprendre dans le cadre de l'APSOA pour le terminer. Et nous avons d'autres idées de MOOC, un MOOC qui serait un peu épistémologique, pour répondre à de nombreuses questions qui nous sont posées, donc sortir du positivisme en recherche, la critique féministe et décoloniale de la science occidentale, et puis un autre MOOC qui répondrait aussi à de nombreuses interrogations, comment valoriser les savoirs locaux africains et haïtiens. Alors c'est les deux idées de MOOC que l'APSOA pourrait parrainer et guider. Qu'en pensez-vous? Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les ajouter dans la feuille de route. Et donc je termine en souhaitant une longue vie à l'APSOA, en vous invitant à devenir membre. Il y a un formulaire sur lequel vous pouvez vous inscrire. Si vous êtes déjà membre du projet SOA, vous allez bientôt recevoir une invitation à transférer votre membership à l'APSOA. Alors, bonne discussion à tous et bonne réflexion sur cet avenir de la science ouverte en Haïti et en Afrique francophone.